Bonjour, professeur Ngoï Malouba Viviane. Bonjour, Monsieur Jancy. Vous êtes ophtalmologue et professeur ordinaire à la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi. Aujourd'hui, avec vous, nous parlons du numérique, les réseaux sociaux et la société congolaise. Comment en faire un bon usage? Nous allons ensemble avec vous analyser les opportunités, les risques et les bonnes pratiques d'un usage responsable du numérique à l'heure où Internet et les réseaux sociaux influencent profondément nos habitudes, nos relations, notre santé et notre vie familiale. Nous assistons à une révolution numérique et sociale. Comment définissez-vous aujourd'hui la révolution numérique dans la société congolaise? Je vous remercie, Monsieur Jancy, pour cette première question. Mais avant de répondre à celle-ci, je voudrais vous remercier d'abord pour l'opportunité que vous m'accordez afin que nous puissions aborder ensemble cette question sur le numérique et les réseaux sociaux dans notre milieu. Donc, les outils numériques sont devenus indispensables à notre quotidien, aussi bien pour un usage privé que professionnel. Comme vous le savez, ces outils sont devenus des piliers transversaux de la société moderne et que leur domaine d'application se décline en plusieurs sphères majeures, à savoir la vie privée, la vie professionnelle, l'évangélisation, le marketing et des affaires, la recherche de l'emploi et des réseautages, l'information et les médias, la veille, l'influence, etc., etc. Et je peux peut-être ajouter en disant que les études menées par plusieurs chercheurs démontrent que plus de 60% des foyers disposent d'une connexion Internet et d'un téléphone portable. Ce taux d'équipement illustre notre dépendance à l'égard de ces appareils et que l'utilisation judicieuse de ces réseaux, selon les domaines d'application que j'ai énumérés, l'évangélisation, la vie professionnelle, la vie privée, peut offrir plusieurs bénéfices à la population. Alors, vous avez évoqué plusieurs secteurs où les réseaux sociaux impactent déjà au niveau de la société congolaise. Quel changement majeur que vous observez dans les quotidiens des Congolais grâce aux outils numériques? Le changement majeur observé dans le quotidien des Congolais, c'est que grâce aux réseaux sociaux, grâce aux outils numériques, ceux-là qui en disposent peuvent communiquer facilement. Cela facilite même le travail parce que avec la numérisation, pour ceux-là qui sont bureaucrates, les médecins utilisent l'ordinateur, les chercheurs, étudiants, enseignants d'université, du secondaire, les ingénieurs. En tout cas, ces outils numériques facilitent énormément la tâche à plusieurs personnes. En termes d'ordinateur, que ce soit aussi pour le téléphone portable, il y a la communication qui est facilitée parce que grâce à WhatsApp, une information importante peut être transmise à telle ou telle autre personne. Cela facilite énormément les échanges. En termes de communication, nous ne sommes plus obligés d'utiliser, de gaspiller des unités. C'est pas un gaspillage, mais on communique à moins cher à travers les outils numériques tels que WhatsApp. Il y a aussi c'est YouTube. Il y a YouTube et les autres outils numériques que vous connaissez aussi. À part ça, il y a aussi dans les domaines de l'information. Par le passé, l'information était des domaines réservés qu'aux journalistes, mais actuellement, n'importe qui peut transmettre l'information et mettre au courant tout le monde, surtout en ce qui concerne les différents dangers. Donc, ce n'est plus le monopole que des journalistes comme c'était le cas par le passé. À part ça, il y a plusieurs autres opportunités qu'offrent ces outils numériques dans le cadre du marketing numérique. Par le passé, il fallait payer plusieurs frais à travers les chaînes de télécommunication
pour qu'un communiqué passe, mais actuellement, grâce à WhatsApp ou d'autres outils, un article qui est mis en vente par un étudiant, un jeune étudiant ou n'importe quelle autre personne. Donc le marketing numérique est facilité par ces outils numériques. Donc les opportunités, il y en a plusieurs. Concernant l'évangélisation, l'évangélisation n'est pas mise à côté. Il y a la parole de Dieu qui est partagée, des prières, des différents échanges. Il y a certains communiqués parce que ces outils numériques nous permettent de créer des forums, des groupes WhatsApp selon les affinités, selon les groupes d'appartenance. Donc, on n'est pas obligé d'aller lire au Valve pour savoir le jour où se tiendra une activité. Et tout cela est diffusé à travers les différentes plateformes auxquelles appartiennent différentes personnes. Alors, vous avez tenu une présentation sur les numériques, les réseaux sociaux et la société congolaise il y a quelques jours ou quelques semaines. Pourquoi, selon vous, les réseaux sociaux occupent-ils désormais une place centrale dans notre vie? Merci pour cette autre question. Les réseaux sociaux occupent une place centrale dans notre vie parce que presque on retrouve les téléphones dans toutes les maisons, des parents jusqu'aux enfants. Chacun a au moins un téléphone portable. C'est pour cela qu'il m'a semblé vraiment utile d'aborder cette question afin de rappeler un peu à chacun d'entre nous comment utiliser ces outils de façon judicieuse afin d'éviter les dérapages est là, mais il faut qu'il y ait quand même, il faut recadrer cela, il faut que cela soit contrôlé parce que de plus en plus, nous constatons que même les enfants disposent de cet appareil, non pas pour communiquer de façon utile, mais les enfants sont exposés à des contenus inappropriés, à des contenus qui ne sont pas appropriés à leur âge. Les enfants regardent les images pornographiques. Ils regardent certaines images qui sont violentes, des images des personnes qui ont connu des accidents graves, des gens à qui on a décapité la tête. Vous voyez que les enfants ne sont pas, par rapport à leur âge, ils ne peuvent pas consommer ces informations. Ce n'est pas bien. Ce qui m'a poussé, qui a motivé que je puisse aborder cette question lors de la 2e semaine diocésaine des intellectuels chrétiens et cadres catholiques. Alors, nous avons parlé d'un aperçu global sur la révolution numérique qui gagne de plus en plus de terrain, abordant cette fois-ci les opportunités ou connexions offertes par les numériques. Selon vous, quelles sont les principales opportunités qu'offrent les réseaux sociaux aux jeunes Congolais? Oui, les opportunités qu'offrent les outils numériques aux jeunes Congolais, il y a par exemple l'entrepreneuriat, parce qu'un jeune n'en a pas assez de moyens, d'autant plus que parce que s'il est encore étudiant ou élève, il peut partager l'information. Donc dans le marketing numérique, il vend certains articles, il peut facilement utiliser les outils numériques pour informer le grand public, partager l'information sur les articles qui sont mis en vente. Grâce à ces outils numériques, je pense que c'est facile pour les jeunes et même pour les adultes. Donc, l'information atteint un grand public facilement grâce à l'usage des outils numériques, surtout en ce qui concerne l'entrepreneuriat et le marketing. À part cela, nous avons aussi l'évangélisation, comme je l'ai abordé. Il y a le partage de la parole de Dieu, les versets ou l'évangile du jour, certaines prières, certaines conférences qui sont suivies. Je peux épingler la Radio Maria. Il y a la transmission de certaines messes dont le lien nous est partagé et puis on nous communique même l'heure à laquelle la messe sera diffusée. Et cela permet même aux personnes qui sont éloignées de suivre la messe.
Les outils numériques permettent de briser les barrières et les frontières géographiques. Ils permettent aux personnes à mobilité réduite de participer à la messe tout en étant loin, n'ayant pas la possibilité de se rendre à l'église, au lieu du culte. Ils peuvent au moins suivre la messe à partir de leur domicile. Il y a certains échanges, il y a la catéchèse interactive qui permet aux chrétiens, au public d'interagir avec l'orateur et de discuter pour affermir leur foi, d'approfondir certaines questions incomprises jusqu'à ce jour. À part le côté, l'évangélisation, l'entrepreneuriat, le marketing numérique, je peux donner aussi l'exemple du secteur de la santé. Grâce à ces outils, le grand public est sensibilisé face à certaines épidémies où on explique même comment laver les mains, comment se comporter, la distanciation physique. Donc, ces outils offrent plusieurs opportunités. Il y a plusieurs domaines d'usage. Je n'ai épinglé que certains domaines, mais il y a un grand champ d'application de ces outils numériques. Alors, vous avez évoqué plusieurs opportunités, plusieurs occasions qu'offrent les réseaux sociaux et qui renforcent également les secteurs d'innovation, comme vous avez évoqué l'entrepreneuriat. Comment ces plateformes peuvent-elles renforcer le lien familiaux ou amicaux? Oui, ces plateformes permettent de renforcer les liens familiaux et les liens amicaux. Par exemple, il peut exister, donc, ils permettent de mettre en relation certaines personnes qui ne se sont plus revues depuis plusieurs années. Donc, ils permettent le contact avec les gens avec qui on ne s'est plus rencontrés, mais au moins néanmoins on peut échanger à travers un appel normal ou appel vidéo. Bien sûr, on ne peut pas lancer un appel vidéo en désordre. Il faut d'abord demander la personne, l'interlocuteur, est-ce que je peux lancer un appel vidéo pour au moins on se voit. À part ça, il y a la diffusion, donc la communication d'une nouvelle heureuse, nouvelle malheureuse. Il y a plusieurs années, il fallait d'abord, avant l'avènement du téléphone portable, il fallait se déplacer pour aller transmettre un message. Il fallait utiliser des lettres écrites à la main pour aller faire parvenir un message. Mais comme il y a cette révolution numérique, grâce à WhatsApp, Facebook et autres, il y a certains messages, certaines informations qui sont connues instantanément grâce à ces outils, sans qu'on ait besoin de dépenser plusieurs sous. Alors, vous À êtes, part ça, à part les liens amicaux, les messages à transmettre, il y a certaines informations. Moi, je peux être à un autre lieu qui n'est pas mon domicile, qui n'est pas ma maison. Si je vois qu'il y a une urgence de transmettre une information importante à la bonne aux enfants ou à un membre de famille, j'utilise ces outils pour transmettre l'information. En termes, si c'est un message d'alerte que moi j'ai appris sur mon lieu de travail ou ailleurs, je peux rapidement transmettre cette information à mes proches et aux amis et connaissances. vous êtes médecin ophtalmologue. Parlons un peu des risques du numérique sur la santé physique. Vous recevez régulièrement les malades souffrant des problèmes d'yeux. Quels sont les principaux effets du numérique sur la santé physique? Oui, je peux commencer avec les problèmes au niveau des yeux. Le fait de rester concentré d'abord au niveau sous l'écran, la lumière bleue émise par les écrans nuit à la santé oculaire. Parfois, on oublie même de cligner les yeux. Cela peut entraîner la sécheresse lacrymale. Vous voyez, le fait de la sécrétion permanente des larmes permet d'humidifier la cornée qui est une partie de l'œil. Alors, quand la personne, celui qui utilise ces outils,
et concentré et oublie de cligner les yeux, cela va conduire à la sécheresse lacrymale. Et si cela dure longtemps, cela va se manifester par la rougeur des yeux, et puis ceux-ci deviendront secs, et puis il y a des maux de tête. C'est pourquoi nous préférons toujours, nous conseillons aux usagers, à ceux-là qui utilisent des outils numériques, de, de rester concentrés sur l'écran ou sur les écrans pendant 20 minutes, et puis cligner les yeux pendant 20 secondes chaque fois. Donc, se reposer pendant 20 secondes tout en regardant au loin, à une distance d'au moins 5 mètres pour permettre aux yeux de souffler un peu. Ça, c'est en ce qui concerne les yeux. Et puis, nous déconseillons d'utiliser les écrans dans le noir parce qu'il y aura une grande quantité de lumière bleue qui va pénétrer dans les yeux. Mais ces outils numériques ont aussi des conséquences au niveau euh, psychologique. Ça entraîne l'anxiété, la dépression. La personne a tendance à... Donc, ça crée une dépendance. Quand on n'est pas sur WhatsApp, quand on n'utilise pas ces outils, on sent comme s'il y a quelque chose qui manque. Ça entraîne aussi la solitude. D'une part, on a dit que ça ouvre la personne au monde, on est en contact, mais cela, quand c'est utilisé exagérément, ces outils entraînent un renfermement sur soi. Là, au congrès, lors des conférences animées au centre pastoral, j'ai montré des images où on a 5 ou 6 jeunes debout, mais chacun avec son téléphone en main. Ils sont nombreux, mais ils ne parlent pas, ils ne discutent pas. Et ça, ce n'est pas bon, ils ne partagent pas entre eux. Hein? Ça va entraîner un renfermement sur soi. Il y a certains jeunes qui préfèrent rester avec les téléphones dans la chambre que d'échanger avec leurs amis, qu'avec leurs membres de famille. Ça, ce n'est pas bon. Il ne faut pas dépasser, pour les enfants qui ont plus de 6 ans, il ne faut pas dépasser 2 heures. Et d'ailleurs, ces outils numériques, nous les conseillons aux jeunes qui ont 15 ans et plus. D'ailleurs, cela est bien réglementé dans d'autres pays. Vous ne verrez pas les enfants avec les téléphones portables en main, comme c'est le cas dans notre pays. Nous devons vraiment veiller à cela parce que cela a des répercussions non négligeables sur la santé mentale et la santé physique de ceux-là qui les utilisent sans veiller au nombre d'heures. À part ça, la position inclinée de la tête entraîne des troubles musculo-squelettiques. On a des douleurs au niveau du cou, des douleurs au niveau du dos et même au niveau des doigts qui manipulent le téléphone tout le temps. Donc, des troubles musculo-squelettiques, je vais vous partager des images. C'est pourquoi on conseille que quand vous utilisez, il y a même des accessoires pour téléphone pour éviter que la tête soit inclinée. Parce qu'à l'avenir, cela, on risque d'accuser des douilles. Déjà, nous avons déjà ces troubles. Il y a des accessoires pour ordinateur portable pour éviter à ce que la tête soit tout le temps inclinée. Il y a des difficultés d'endormissement parce que si la notification des messages est sonore, on aura tout le temps tendance à voir que c'est qui vient de m'écrire, c'est quel message qui est arrivé, je dois les lire. Le fait de rester tout le temps en alerte, parce que ça nous met en alerte. Cette notification sonore du nouveau message qui arrive, cela entraîne des difficultés d'endormissement. Ça garde le cerveau en état d'éveil. C'est pourquoi, à partir de 20h ou 21h, parce que nous avons droit à au moins 8 heures de sommeil, 20h, 21h, il faut mettre en mode silencieux, si pas quitter WhatsApp ou Facebook, il faut quitter pour n'attendre que le lendemain matin afin de se reconnecter parce que le cerveau doit se reposer. Ce qui entraîne, je peux peut-être que vous n'avez pas encore posé cette question, mais je peux en profiter pour y répondre parce que le fait d'être exposé aux écrans la nuit, donc la difficulté d'endormissement est due à la
diminution de la sécrétion de la mélatonine, qui est l'hormone qui donne, qui permet à la personne de s'endormir. Donc, le fait d'être exposé la nuit aux écrans inhibe la sécrétion de cette hormone. Donc, c'est un peu cela d'une part. D'autre part, la nuit, la température du corps diminue. Alors, le fait de rester en état d'éveil garde la température toujours élevée. C'est pourquoi on n'arrive pas à s'endormir. Voilà un peu les quelques dommages un peu en lien avec la santé. Sinon, si je dois revenir à la famille, nous avons parlé du renforcement des liens familiaux entre les parents et les enfants, mais il y a aussi des inconvénients causés par des réseaux sociaux quand ceux-ci ne sont pas utilisés de façon judicieuse. Cela entraîne l'éloignement. L'éloignement dont j'ai parlé ne concerne pas que les jeunes sur lui-même, même les parents. Je vais vous envoyer encore une image qui l'illustre, où on voit la mère qui est vraiment focus sur son téléphone. Le père a le téléphone à côté, l'ordinateur, et puis leurs 4 enfants, chacun a son téléphone sur la table avec un plat de nourriture. Ils n'échangent pas. Chacun est vraiment concentré sur son téléphone. Docteur, vous avez tout à l'heure évoqué plusieurs problèmes liés à notre santé mentale, liés à notre sommeil et également aux enfants. Abordons cette fois-ci l'aspect de la protection de la vie privée. Pourquoi la protection de la vie privée est-elle devenue un enjeu indispensable dans la vie des familles, couples, amis, etc. Merci, Monsieur Jancy, pour cette question. Ça fait partie des inconvénients des réseaux sociaux. Comme je l'ai si bien dit, l'usage des réseaux, donc les réseaux sociaux et le numérique ont un avantage, mais ils ont aussi un inconvénient. J'ai déjà évoqué ceux en lien avec la santé, mais les réseaux sociaux ont comme inconvénient les intimidations qui sont envoyées aux uns aux autres à travers les messages WhatsApp, Facebook et autres, le harcèlement. Il y a les insultes, parce qu'actuellement, il y a cette culture d'insultes qui est vraiment très développée. Or, par le passé, tel qu'on nous a éduqués, on nous a appris à respecter euh, l'autre. Même s'il est du même âge que moi, je dois le respecter les plus jeunes et les personnes âgées. Mais avec grâce aux médias sociaux, aux réseaux sociaux, j'ai constaté que les insultes sont utilisées facilement vis-à-vis de l'autre, ce qui n'est pas bon. Il y a aussi la pédophilie et la pornographie juvénile. Cette pornographie, nous la constatons aussi chez les adultes. Il y a la pornographie juvénile, la cybercriminalité, la désinformation. C'est pourquoi nous insistons sur le fait qu'avant de partager une information, nous devons nous assurer qu'elle est vraie. Faut pas partager, vous appelez ça fake news, des fausses informations. La Ce sont des fake, désinformation, la oui, méso-information. oui. Donc, une information qui est fausse, il faut pas la partager. Vérifier toujours avant de partager, de forwarder, de transférer une information parce que c'est une catégorie de personnes qui ont cette facilité-là de transférer sans pour autant vérifier la véracité de ce que l'on partage. Il y a aussi l'atteinte de la vie privée. Plus on est sur les réseaux sociaux, plus les gens s'affichent, plus les personnes ont la possibilité, d'autres personnes ont la possibilité de connaître tout sur soi. Ça, ce n'est pas bien. Vous achetez un nouveau vêtement, vous prenez en photo, vous partagez sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ça, ce n'est pas bien en tout cas. Professeur, le numérique a impacté plusieurs secteurs de notre société et la question des fois n'est pas épargnée pour parler de l'évangélisation. Comment, selon vous, le numérique a-t-il transformé l'évangélisation aujourd'hui? Merci, Monsieur Jancy, pour cette question parce que, comme je l'ai dit,
précédemment, le numérique n'épargne aucun secteur. C'est pour cela que même le secteur de l'évangélisation est concerné par cette révolution numérique. Donc, le numérique a transformé le paysage évangélique et il a une portée mondiale et instantanée parce que il permet aux chrétiens de diffuser l'évangile au-delà des frontières physiques, au-delà des frontières géographiques et d'atteindre un public plus jeune et de contourner nos barrières traditionnelles qui sont connues. Donc, aujourd'hui, des milliers de personnes peuvent être atteintes par des biais des diverses formes des médias que nous connaissons. Ici, je peux évoquer la Radio Maria qui nous partage les liens pour suivre différentes messes, la catéchèse. Il y a Téléweb, des podcasts qui sont aussi réalisés pour expliquer certains contenus que les chrétiens, les fidèles chrétiens ne maîtrisent pas. Moi, je me rappelle une fois, vous avez eu à organiser un podcast avec le vicaire de notre paroisse sur, par exemple, c'était sur l'épiphanie. L'épiphanie, la Noël, etc. Cela avait permis aux fidèles chrétiens de se rappeler de certains points qu'ils avaient déjà oubliés parce qu'on ne cesse pas de rappeler que la répétition, c'est la mère de la science. À part cela, grâce au numérique, grâce aux médias sociaux, certains programmes de pèlerinage peuvent être communiqués à travers lui. Il y a les dates de différentes rencontres, les programmes des prières, des rencontres, des conventions qui peuvent aussi être diffusées à travers les médias sociaux sans dépenser beaucoup d'argent. Nous avons les différentes formes des médias sociaux. Il y a WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok et autres. Et des différentes applications de la Bible que j'ai évoquées, il permet de répandre la parole de Dieu au-delà des limites géographiques. Ainsi, cela permet aux personnes isolées, malades, d'accéder, de suivre les différentes messes. Alors, les médias sociaux permettent de créer des groupes, des forums, sous forme pour permettre des échanges, etc., etc. Donc, mais ça, ce sont les avantages. Nous n'allons pas mettre de côté les inconvénients parce que c'est un couteau à double tranchant. Il y a comme un premier inconvénient, il y a le risque de la superficialité. Par exemple, la course au like, au partage dénature un peu le message de l'évangile. Donc, le premier défi ou la première limite, c'est le risque de la superficialité que j'ai évoqué tout à l'heure. Il y a la course au like, la course dans le fait de vouloir transférer le message de l'évangile dénature un peu la qualité du message, sa valeur. L'évangélisation en ligne ne doit pas remplacer un engagement réel et l'amour du prochain. Donc, participer à la messe physiquement est vraiment important. Il y a le contact humain qui est réduit, ce qui rend les relations plus impersonnelles, alors que la foi chrétienne repose sur la communion fraternelle. À part ça, on peut être connecté, le lien nous a été partagé, mais il y a des difficultés de connexion. Par exemple, comme autre limite, c'est l'exposition aux critiques stériles et aux débats stériles, ce qui n'est pas aussi bon. On nous recommande de prioriser l'authenticité. Il faut privilégier les témoignages de vie et de vérité plutôt que une simple recherche de la popularité. Donc, c'est comme si on faisait le marketing de soi. Un religieux ou un pasteur devient une vedette sur les réseaux sociaux, ça, ce n'est pas bon. Il faut l'éviter. Professeur, face à cette situation que l'on remarque ensemble, est-ce qu'il y a-t-il d'impact positif ou négatif que les réseaux sociaux peuvent avoir sur une famille? Oui, comme impact positif
que les réseaux sociaux peuvent avoir sur la famille. Les réseaux sociaux favorisent les échanges, le partage d'informations importantes, l'accès rapide et diversifié à celles-ci, une connexion simplifiée et accessible à tous, le partage de connaissances plus étendues et des opportunités d'apprentissage un peu informelles. Et par exemple, je peux apprendre comment certaines recettes de cuisine, par exemple. Je peux m'informer sur YouTube comment préparer des beignets, faire des différentes recettes. Donc, ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et est-ce que ces réseaux sociaux peuvent également influencer la vie conjugale au niveau des couples? Oui, les réseaux sociaux peuvent influencer négativement la vie en famille et la vie aussi de couple parce que ils distancient les familles. Donc les parents ne parlent pas à leurs enfants et puis les conjoints ne parlent pas aussi entre eux. Ça, ce n'est pas bien, distancier les couples. Donc c'est comme une sorte de drogue. C'est une sorte d'addiction à la drogue. On est sur YouTube, on est sur WhatsApp, on est sur Instagram, on est sur TikTok. Alors, nous partons travailler, nous ne rentrons que le soir. Les enfants partent à l'école, ne reviennent aussi que les après-midi. Une fois rentrés, les enfants doivent revoir leurs cours, les étudiants aussi. Les parents, une fois arrivés à la maison, il faut préparer et puis on ne s'assoit plus ensemble pour se demander mutuellement comment est-ce on a passé la journée et même le mari poser la question à sa femme comment est-ce qu'elle a passé la journée et vice versa. Donc chacun court sur son téléphone, il a hâte à voir les différents messages qu'il n'a pas consultés en longueur de journée pour les parcourir et y répondre. Donc, ça distancie les couples et les familles. C'est une sorte de drogue. Les réseaux sociaux remplacent les relations intimes entre parents et enfants et entre conjoints. Il y a perte de concentration aussi sur ce que l'on fait. Quand la notification des messages est sonore, cela perturbe un peu la concentration sur ce que l'on réalise comme travail. C'est un enfant qui doit revoir ses notes de cours, un enseignant qui doit préparer quelque chose, qui doit préparer, mettre à jour un cours. Moi, je suis enseignante. Ça perturbe un peu la concentration. Cela entrave les capacités de l'enfant à développer des qualités sociales et à nourrir leurs relations interpersonnelles. Les enfants qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux ont du mal à les saluer, les personnes, les visiteurs. Donc, vous croirez que dans telle maison, il n'y a pas d'enfants, où il y a des parents qui vous accueillent, mais les enfants, chaque enfant est dans son coin, il est dans sa chambre en train de chatter. Ça, ce n'est pas bon. Ça fait partie des impacts négatifs. Il y a le temps, hein, à consacrer aux enfants, à veiller à ce qu'ils font, qu'ils apprennent en classe, vérifier les cahiers, signer les journaux de classe. Donc les parents, il y a un peu une sorte de négligence. Il y a une baisse de l'implication parentale dans les devoirs. C'est qui creuse un peu le fossé éducatif et privant l'enfant d'un soutien indispensable à sa réussite. Et cela a des conséquences non négligeables sur l'enfant. C'est la perte de motivation, l'isolement émotionnel. Et puis, il y a des troubles comportementaux qui peuvent apparaître parce que les enfants imitent le comportement de leurs parents. Parce que si les parents sont tout le temps sur WhatsApp, ils ne sollicitent pas une conversation avec les enfants, et aussi se renferment sur eux-mêmes. Et puis, il n'y a plus de partage, il n'y a plus de dialogue entre les parents et les enfants, entre les conjoints et entre les deux conjoints. Il y a la baisse de l'attention sur les résultats scolaires, l'affaiblissement de l'autorité, le dialogue dans la famille, et puis il y a l'exposition des enfants au contenu inapproprié. Et puis, cette baisse de dialogue entre les parents et les enfants, il est là aussi entre les conjoints. Et puis, parfois, si la femme
où le mari constate que l'un des deux est tout le temps sur WhatsApp, ça suscite la curiosité de voir, de vérifier, mais pourquoi est-ce que mon conjoint ou ma conjointe est tout le temps sur les réseaux sociaux? Et puis, il y aura la jalousie et l'hypersurveillance, et puis cela entraîne des disputes parce que ça entraîne la frustration entre les conjoints. Parce on ne se parle plus. On ne se parle plus, cela va conduire à une sorte de frustration de l'un des deux. Il y a la jalousie qui va s'installer et puis le désir de surveiller, de vérifier un peu euh, dans le téléphone du mari. Alors, vous avez évoqué l'implication parentale au niveau de nos familles. Comment les parents peuvent-ils mieux accompagner les enfants dans cet univers numérique? Oui, en fait, pour que les parents accompagnent mieux les enfants dans cet univers numérique, ils doivent revoir leur façon de se comporter sur les réseaux sociaux. Un temps pour les réseaux sociaux, un temps pour la famille, un temps pour les enfants, un temps pour les deux, entre conjoints. Il faut consacrer du temps. Il faut pas avoir cette maladie-là des réseaux sociaux, d'être tout le temps sur les réseaux sociaux. C'est le seul remède. Un temps pour les réseaux sociaux, un temps pour la famille. Donc, il faut qu'il y ait, que cela soit rétabli. Parce que j'ai évoqué plusieurs des inconvénients. Il y a la frustration que j'ai évoquée, la jalousie, la surveillance, des disputes conjugales, des violences, manque de confiance qui s'installe. Et j'avais parlé là à la conférence du phénomène du téléphone du mari qui brûle les doigts de sa femme. Donc, on dit, il faut pas toucher au téléphone du mari, sinon tu vas te brûler les doigts. Pour vivre tranquille, il faut laisser le téléphone du mari là où il est. Même si on l'appelle, il faut pas y toucher. Or, ça ne devrait pas être le cas. Donc, le mari devrait se sentir vraiment tranquille, même si la femme parcourait sa messagerie, WhatsApp ou Facebook, s'il n'y a rien de mauvais. Là, je prends, parce qu'il faut rester honnête, il faut rester correct. C'est dans ce cadre-là que j'évoque cela. Docteur, vous êtes professeur d'université et vous formez les cadres de demain, les étudiants. Oui. Quels bénéfices pouvez-vous constater pour les étudiants qui peuvent tirer profit des réseaux sociaux? Oui, c'est vraiment très bénéfique pour les étudiants. Comme je l'ai dit, c'est bien que cela soit accessible aux jeunes de plus de 15 ans. Et puis, à partir des 18-19 ans, on est déjà à l'université. Il y a la connexion sociale qui est établie, le soutien communautaire à travers les différents échanges. S'il y a un thème de recherche qui a été partagé, on peut faire des recherches en groupe, des travaux en groupe, échanger même sans pour autant avoir besoin, les étudiants peuvent échanger sans pour autant avoir besoin de se rencontrer en un lieu précis. À distance, ils peuvent effectuer un travail. Il y a la créativité qui est développée et puis on peut s'entraider à l'entraide mutuelle. Celui qui est plus habile peut montrer à son collègue comment utiliser certaines fonctionnalités. Ça stimule l'apprentissage collaboratif. En tout cas, ça c'est un bon côté. Il y a le renforcement académique. Là, surtout actuellement avec l'intelligence artificielle, il y a des recherches qui sont vraiment facilitées. On a accès à plusieurs ouvrages à travers l'usage d'Internet. On n'a pas besoin d'aller tout le temps à la bibliothèque pour accéder à une littérature qui est vraiment diversifiée. Professeur, avec vous, nous avons abordé la question du numérique. Oui. Peut-être un mot de la fin puisque nous arrivons au terme de notre entretien, un mot de la fin par rapport à notre sujet que nous avons abordé. Donc là, je voudrais aussi, Monsieur Jancy, parler du coût numérique, parce que les réseaux sociaux et les numériques ont un impact financier, que j'ai appelé, que j'ai dénommé coût numérique. Les réseaux sociaux engagent des dépenses supplémentaires dans les familles parce qu'il faut chaque fois renouveler les forfaits Internet pour bien utiliser TikTok, WhatsApp et toute autre application. Donc, ça entraîne des dépenses indirectes dans la famille, hein, du père, donc de la mère et des enfants parce qu'eux aussi doivent avoir leur forfait Internet. Et puis, il y a ce besoin-là
de renouveler les équipements, l'ordinateur, les téléphones, même quand celui-ci est encore en bon état, on cherche à changer de téléphone, comme vous le savez aussi bien que moi. Pour un téléphone qui a WhatsApp, pour être en mesure d'utiliser WhatsApp, il faut acheter au moins un téléphone qui coûte plus de $50 hein, sur le marché. Donc, c'est un coût numérique, mais avant, c'était pas le cas. Mais sinon, les conseils que je peux donner euh, par rapport au numérique et à l'usage du numérique et des réseaux sociaux, je l'adresse à tout le monde, au grand public. C'est de pouvoir bien le gérer, de respecter le temps de son usage, hein, et puis il faut veiller à ne pas exposer les enfants plus jeunes à ces outils parce que cela euh, perturbe un peu leur développement, le développement des enfants parce que je vois certaines personnes, comme je vois certains parents exposer leurs enfants au numérique, ce n'est pas bien parce que les enfants sont exposés à des contenus inappropriés. C'est au moins après 15 ans, mais de façon bien, il faut bien réglementer le temps d'exposition à ces outils. Ce que je peux aussi ajouter, ben, je peux quand même, Monsieur Jancy, rappeler, parce que beaucoup de gens le savent, mais la répétition étant la mère de la science, c'est par rapport à l'usage du WhatsApp dans les contacts individuels, c'est d'éviter des messages en rafale. Il faut regrouper les messages, il faut respecter les horaires, il faut pas envoyer les messages au milieu de la nuit quand ce n'est pas urgent. Il faut adapter aussi le format, éviter les audios. On privilégie l'écriture, il faut écrire, donc il faut écrire un petit texte que d'envoyer des audios, sauf s'il y a des explications à fournir. Là, on peut utiliser des notes vocales. Hein? Mais il faut aussi je voudrais rappeler aussi de savoir vivre en groupe, dans un groupe WhatsApp. Il faut rester sur le thème parce qu'il y a une description du groupe WhatsApp, une description du thème. Il faut rester dans le thème, modérer les envois. Faut pas quitter brusquement parce que moi-même ici, je me suis déjà retrouvée dans plusieurs groupes WhatsApp sans qu'on demande mon consentement, mais j'y suis. Mais si jamais vous avez besoin de quitter un groupe WhatsApp, faut pas quitter brutalement. Faut éviter d'y envoyer des contenus violents ou qui peuvent impacter la réputation de quelqu'un. Ça, ce n'est pas bien. Faut pas abuser d'emojis parce que certains stickers, emojis prêtent à confusion. Et ces images peuvent être mal interprétées par certaines personnes. Il faut éviter. Et puis éviter de poster un contenu sur des sujets qui divisent quand on est dans un groupe WhatsApp. Il faut respecter la sécurité et la vie privée. Demander la permission. Si vous pouvez vous retrouver dans un groupe WhatsApp où il y a le numéro, par exemple, de Monsieur Jancy ou du Père Alphonse, si jamais moi j'ai besoin du numéro du Père Alphonse, je dois demander d'abord la permission à ces derniers pour partager ce numéro-là à quelqu'un d'autre. Et puis vérifier avant de transférer, vérifier toujours une information avant de la transférer, protéger la vie privée. Ça, on en avait déjà parlé. Ça ne doit éviter des commérages, ne pas être impulsif et puis ne pas provoquer des querelles. Alors, qu'est-ce que je dois dire en plus de ce que j'ai déjà raconté précédemment? Donc, ce que je peux donner comme conseil, nous devons utiliser les outils numériques tout en veillant à la protection de nos valeurs morales et chrétiennes. Ça, c'est très capital. Donc, utiliser WhatsApp pour affermir notre foi chrétienne est très important. Cela demande beaucoup de discipline et de respect de la charité fraternelle. L'application doit servir d'outil d'édification, de partage d'intentions des prières, par exemple, des prières communautaires. Il y a par exemple l'évangile du jour. Donc c'est ça s'appelle servir Dieu à travers les réseaux sociaux. Comme mot de la fin, Monsieur Jancy, je peux dire que les outils numériques sont devenus indispensables à notre quotidien, aussi bien pour un usage privé que professionnel. Ils peuvent offrir de nombreux avantages, mais il est important de les utiliser de manière responsable et équilibrée. Nous sommes appelés donc à transformer les réseaux sociaux en un tremplin
éducatifs et utiliser ceci pour la gloire de Dieu implique d'y incarner nos valeurs. Notre présence numérique doit être guidée par la charité, la vérité et le respect de la dignité humaine. Faisons de chaque publication une occasion d'évangéliser et de bâtir les relations authentiques. Le chrétien est appelé à utiliser les réseaux sociaux avec sagesse, discernement et exemplarité. Sa présence en ligne doit refléter l'amour du Christ et le fruit de l'esprit, en évitant la superficialité, la colère et les pièges du monde. Merci. Professeur Ngoï Maloba Viviane, merci d'avoir partagé avec nous votre expertise et de nous avoir aidé à réfléchir. Nous retenons en même temps que les numériques et les réseaux sociaux sont des outils puissants qui peuvent servir à l'éducation, le développement, la santé et l'évangélisation à condition d'être utilisés avec discernement et responsabilité et dans le respect des valeurs morales. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie de vous être intéressé à cette thématique. Merci.